Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Linda Belabed. Bonjour. Bonjour Arthur, merci Bah, de m'avoir merci. invité. Merci à toi d'avoir accepté ce podcast en ma compagnie. Dans un premier temps, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter ton parcours? Oui, alors Linda Bellabed, moi je suis docteur en nutrition humaine. J'ai fait ma formation à l'université de Clermont-Ferrand et puis à Paris. Alors j'ai un parcours, on va dire, je suis passionnée de nutrition comme tu as pu le voir. Ça fait 15 ans en fait que je suis plus de 15 ans que je suis dans ce domaine. J'ai commencé tout d'abord comme chercheur en nutrition. J'ai travaillé notamment aux hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse. Et puis après, j'ai travaillé en fait dans l'industrie agroalimentaire et dans la nutraceutique. Et là, j'ai plutôt eu comme responsabilité en fait de développer, ma mission, c'était de développer des formations à la fois pour les collaborateurs de ces entreprises, mais également avec les partenaires avec qui ils travaillaient, notamment les professionnels de la santé. Donc, j'ai donné pas mal de formations pour des pédiatres, sages-femmes et pharmaciens dans la région d'Afrique du Nord, au Maghreb. Donc, ça a été une chouette expérience aussi. Et puis, c'est aussi là-bas que j'ai pu avoir l'opportunité de monter mon premier programme d'éducation alimentaire euh, et qui avait été voilà, ça remonte déjà il y a une dizaine d'années. Voilà, aujourd'hui, eh bien, je travaille à mon compte. Je suis nutritionniste, mais également consultante et puis formatrice. Donc, je continue de donner des formations et notamment la prochaine, eh ben, ce sera à destination du public de diététiciens nutritionnistes qui souhaiteraient justement mener des actions d'éducation alimentaire. Et donc là, c'est partager un peu l'expérience actuelle que je vis. Donc, c'est l'occasion. Ça sera normalement en novembre. Voilà. J'aimerais, juste par curiosité, revenir un petit peu sur ta thèse. Est-ce que tu Oui. peux nous faire un petit résumé de ta thèse à l'université Paris-Descartes? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors donc là, j'avais travaillé en fait sur la thématique du diabète de type 2 et de l'obésité. Donc là, j'avais exploré en fait l'immunité, le système immunitaire dans un modèle de diabète de type 2 et voir en fait les problèmes de dysimmunité et si on pouvait essayer de les améliorer avec un apport en arginine. Donc c'était un laboratoire qui était assez spécialisé sur le métabolisme des acides aminés. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur les macrophages euh, et l'intérêt d'une supplémentation justement en arginine. On avait eu des résultats assez positifs, on va dire, d'un point de vue sur l'animal, sur un modèle animal et sur in vitro. Et puis après, j'ai pu travailler sur la cicatrisation, justement, toujours lié avec cet apport en arginine. Et ça a été repris ensuite. C'est ça qui a été sympa, c'est que récemment, justement, au niveau clinique, j'avais assisté à une présentation de la gériatre Agathe Reynaud qui travaille sur la cicatrisation et en clinique, justement, ils ont un protocole maintenant d'apport en arginine, glutamine, vitamine C pour améliorer cette cicatrisation, notamment chez les diabétiques de type 2. Donc, c'était sympa de voir, en fait, d'ailleurs, on avait travaillé ensemble avec Agathe Reynaud, elle était venue, elle avait passé un an dans le laboratoire où j'étais, et donc, j'étais contente de voir que ça a pu avoir une portée et que ce qu'on fait, en fait, ça a pu avoir une portée clinique. Voilà. Bah écoute, c'est toujours sympa de parler de la recherche sur le diabète et l'obésité. On va peut-être revenir du coup sur le sujet de ce podcast. Donc, tu as dit que tu t'étais mis à ton compte et que tu avais créé donc une sorte de centre de formation, Nutri-School, c'est ça? Oui, alors c'est un programme. L'idée, alors Nutri-School, donc c'est d'intervenir dans les écoles, donc depuis la maternelle jusqu'au lycée. Je l'ai lancé donc l'année dernière, donc en juin 2023. Donc là, après un an, il y a à peu près plus de 1200 élèves qui ont pu suivre un programme avec plusieurs interventions. L'idée, c'est d'intervenir tout au long de l'année. Donc c'est pas un petit événement qui serait perdu, qui serait, on va dire, tout seul. Donc là, c'est l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec les enfants, de pouvoir répéter en fait ces initiatives. Et puis on approche en fait, voilà. Donc j'ai développé une méthode autour de ça que j'ai appelée la méthode CROC. Alors, Croc, il y a le C pour l'idée, c'est de pouvoir les aider à devenir un futur consommateur, on va dire éclairé, et puis même de sensibiliser les parents aussi.
R pour réalité, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur les tâches du quotidien, sur le réel en fait, hein. L'autre point, le O, ben, pour ouverture d'esprit. Là, parce que durant ces sessions, ben, on partage aussi ben, des exemples, ben, comment on mange dans d'autres pays. Surtout que des fois, souvent, il y a des enfants qui ont des cultures différentes, qui viennent d'autres cultures. Donc, c'est l'occasion de pouvoir partager ça. C'est un gros plus. Et puis enfin, croc, eh ben, le Q, c'est pour question, questionnement, se questionner. Donc, c'est vraiment l'approche d'interaction avec les élèves. C'est vraiment constructif. On n'est pas sur de l'information, de la pure information, où on va présenter des règles, des consignes, des repères. Non, non, c'est vraiment surtout l'enfant qui parle finalement, que j'invite à parler, à partager, et c'est à partir de son expérience, de ce qu'il vit, qu'on le, voilà, l'idée c'est de l'amener à réfléchir et finalement avoir un regard un peu critique aussi par rapport à notre alimentation actuelle et pouvoir faire plus tard peut-être ben voilà, des choix quand ils seront en totale autonomie euh, et d'avoir vraiment un réel impact à long terme en fait. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée de vouloir travailler dans l'éducation nutritionnelle chez les plus jeunes, chez les enfants, les adolescents? Oui. Alors, eh ben, là, tout d'abord, j'y suis très sensible parce que je suis moi-même maman de trois enfants. J'en ai un qui est au collège, un qui est à l'école primaire, et puis j'ai une petite fille là, qui est entrée en maternelle cette année, en septembre dernier. Donc j'y suis vraiment voilà, très sensible. Alors ce qui s'est passé, c'est que ben, on les suit à l'école et puis ben, je me rends compte qu'il y a trop de produits sucrés à l'école. C'est ce qui a été ma première. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, il faut faire quelque chose, ça peut pas continuer comme ça. J'ai mes enfants, enfin, j'ai jamais été autant envahie par les bonbons à la maison. Enfin, c'est des bonbons au goûter. Donc ça, c'est quelque qu'ils ont que d'autres enfants partagent, hein. Je veux dire, moi, mes enfants n'ont pas ça, ne partent pas avec des bonbons à l'école. Mais mine de rien, bah, même si on fait des efforts à la maison, le fait d'aller à l'école, eh bien, ça change tout. Ça peut faire tomber tous vos efforts. Et donc on est plusieurs parents après à partager ce point de vue. Donc il fallait faire quelque chose. Donc je suis allée j'ai d'abord commencé avec les écoles où sont mes enfants. Donc en approchant donc la directrice, voir un peu ben, ce qu'on pouvait faire en fait sur le terrain parce que eux-mêmes en fait même les enseignants avaient fait pas mal de remarques. Donc remarqué que le goûter était très sucré, le goûter que les parents préparaient, qu'il y avait une collation aussi qui était à 10 heures, donc cette collation de 10 heures qui est souvent aussi très sucrée et qui fait que les enfants, une fois qu'ils arrivent à la cantine, à 11h30, souvent ils mangent quand même assez tôt, entre 11h30 et midi, ils ont souvent pas faim en fait, hein, donc on tombe après aussi sur des problèmes de gaspillage alimentaire. Ça a beaucoup de retentissement en fait, vraiment ce déséquilibre alimentaire tourné vers l'omniprésence du sucre, ça a des répercussions finalement sur toute la journée. Et puis bah, l'après-midi, ben, rebelote. C'est une collation qui est aussi beaucoup trop sucrée, très transformée. Donc c'est beaucoup d'aliments ultra transformés qui sont avec un emballage plastique. Ben, voilà, il y a plusieurs répercussions, hein, comme je vous dis. Puis alors l'autre point qui est remarqué, là, c'était le retour des enseignants, c'est le fait que ben, à la cantine aussi, ben, du coup les enfants mangent moins de légumes, n'en ont pas envie parce qu'ils sont tellement portés aussi par le sucre que voilà, donc ça m'a interpellée, ça m'a beaucoup, la situation actuelle, je trouve qu'elle est, voilà, ouais, en tant que maman, j'y ai été très sensible et je pouvais pas ne rester les bras croisés, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi le constat qu'il y a de plus en plus même de jeunes enfants ou d'adolescents qui sont suivis au surpoids et même parfois ça peut aller jusqu'à l'obésité déjà au plus jeune âge. En tout cas, c'est fort présent dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai que ça commence à arriver chez nous, des enfants ou des adolescents voilà, qui sont en obésité. C'était peut-être aussi un autre élément qui m'avait interpellé, Oui. qui t'a permis de te lancer dans ce projet d'éducation alimentaire dans les écoles. Et du coup, là, actuellement, tu collabores avec combien d'écoles? Donc là, c'est deux écoles, pour l'instant, je travaille avec deux écoles maternelles, deux écoles primaires et un collège. Prochainement, ben, l'année prochaine, il y aura un peu plus d'écoles. Là, ça sera avec un programme avec la mairie. Et donc, on va commencer tout d'abord par former eh ben, toutes les personnes, on va dire, qui sont proches des enfants, notamment durant les repas. Donc, ce sont les éducateurs, les animateurs, tous ceux qui interviennent en périscolaire également. Parce que ce sont des moments clés où justement, il peut y avoir on va dire, des dérives.
où il y a un gros travail à faire dans la sensibilisation sur l'alimentation qu'on peut apporter en tout cas à l'école, au sein de l'école. Donc ça, c'est plutôt, ça va être aussi intéressant. Ouais. Et donc, si je comprends bien, tu veux former des autres diététiciens à ce domaine-là pour pouvoir impacter plus d'écoles un peu partout en France. Tout à fait. Donc voilà, j'ai eu pas mal de demandes suite, parce que j'ai pas mal communiqué dessus. Et c'est vrai que je crois qu'on est plusieurs, hein, ne serait-ce que déjà d'agir au sein de sa localité, en fait, hein, tout près de soi. Moi, c'était ça l'idée, hein, c'était d'abord, je travaille déjà tout près de chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment pousser les barrières, hein. Il y a des portes. Ça, moi, ça a pris quand même beaucoup de temps, hein, ne serait-ce que pour contacter les directeurs d'école, arriver à les sensibiliser, à les motiver. Parce que l'idée aussi, c'est que l'action se fasse quand même dans toutes les classes de l'école. Donc, c'est pas un enseignant qui aurait envie de faire ça. C'est vraiment sensibiliser toute l'école pour avoir plus de poids, plus d'impact. Et donc, à travers cette formation, justement, ça va être comment pitcher son projet, comment le monter, comment aussi être plus efficace dans sa communication. C'est vraiment moins dans le fond parce qu'elles ont toutes un très bon parcours en nutrition. C'est moins dans c'est vraiment plus dans la démarche, dans comment être mieux outillé, en tout cas pour mieux aborder et être plus efficace dans ces mécaniques, dans l'éducation alimentaire. Parce que la formation telle que j'avais eue initialement, c'est vraiment très, on va dire, scolaire. C'était beaucoup plus informatif, un peu comme le modèle de santé publique, avec des affiches, on apporte des connaissances. Là, c'est vraiment aller au-delà, finalement. Je dirais que c'est vraiment, c'est vraiment à travers, finalement, les enfants, hein. C'est vraiment les faire participer au maximum et les engager au maximum et engager également les parents. Donc ça fait l'objet justement de cette formation, comment engager les parents, comment faire aussi pouvoir évaluer et toujours travailler sur cet impact, cette notion d'avoir des actions efficaces et qui coûteraient avec un très peu de budget parce que c'était vraiment, moi j'ai pas imprimé de papier, j'ai pas, on a eu très peu, on va dire les frais qu'on a pu dédier, c'était pour justement les aliments, mais des vrais aliments, donc pas de jeux, pas de, on va dire c'était vraiment, il y avait de la dégustation, c'était pour acheter des aliments et pour optimiser au maximum. Mais finalement, c'était ce qui était le plus efficace. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a paru être le plus efficace. Voilà. Et du coup, par rapport à tes propres interventions, est-ce que tu as pu un peu mesurer l'impact Oui. de celle-ci? Tu as eu des retours de la direction, des parents, tu as peut-être pu mesurer d'autres variables. Alors, tout à fait. Alors, au départ, moi, je m'étais dit, qu'est-ce que je veux je l'avais déjà posé au départ, c'est-à-dire avant de lancer, qu'est-ce que j'en attends, quels sont les objectifs attendus. Euh, Moi, ce que j'attendais, c'était de pouvoir évaluer d'abord sur l'instant l'impact déjà pendant les interventions, ce qui m'a amené aussi à peaufiner, hein, parce qu'au début, on n'a pas forcément le bon scénario tout de suite. Mais c'était vraiment de suivre un peu en termes de réaction, de réaction des enfants. Est-ce qu'ils ont interagi? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils ont apprécié de se livrer, de parler de leur expérience? Moi, je me suis basée vraiment sur ça au début. C'était mon premier critère. Est-ce qu'il y a de la réaction par rapport à ce que je leur raconte? Ce qui n'avait pas été le cas toujours il y a 10 ans. Donc, je me compare toujours à ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années où c'est plutôt sur un modèle préscolaire où j'ai pas du tout eu le même retour, même à l'instant T, hein, au moment où je délivrais, où c'était beaucoup plus un peu, oui, les enfants se livraient beaucoup moins, étaient plus dans l'écoute passive. Et là, ils sont plutôt dans l'écoute active et participative. C'est presque eux qui mènent en fait la danse, qui me dirigent finalement. Des fois, j'avais comme objectif en début de séance de parler de ça, puis finalement, ils m'amènent sur autre chose. Et, euh, et c'est tout aussi finalement intéressant. Et donc voilà, pour en venir, donc il y avait ça, cette action directe. Et puis alors à plus long terme, donc là, on a pu évaluer après 8 mois, c'est-à-dire à partir des premiers ateliers, donc il y avait eu lieu à partir de septembre. Donc là, il y a à peine, il y a quelques semaines, donc on a pu refaire un petit sondé. Donc j'ai sondé les enseignants, j'ai sondé aussi les parents, et puis même les élèves, donc les revoir, un peu rediscuter, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui... alors pour les élèves, ce qui était sympa, c'était comme je les revoyais quand même plusieurs fois au cours de l'année, à chaque fois on refaisait un point sur le précédent atelier et j'ai pu voir en fait ce qu'il en restait, parce qu'ils avaient pu essayer des choses avec leurs parents, notamment les recettes en termes de cuisine. Euh,
Et donc là, ce que j'ai eu comme retour, alors, de la part des enseignants, bon, c'était très, très positif. Alors, ce qui leur a plu, en fait, les enseignants, c'est que ça a permis, pour eux, en fait, très souvent, ils ont continué, ils ont poursuivi leurs actions ensuite dans leur programme scolaire. Parce que bah, dans le programme scolaire, il y a pas mal de chapitres, notamment sur l'étude de la digestion, l'étude du métabolisme énergétique, donc tout ça, eux, ils ont pu ensuite le mener, mais ils ont senti que les élèves étaient beaucoup plus réceptifs, ils rentraient beaucoup plus facilement dans la matière. Donc ça, ils ont vraiment apprécié. Et là, pour le coup, bah, c'est eux qui ont prolongé leur travail, on va dire là plutôt du coup scolaire, qui était très très scolaire, avec leurs attentes. Donc ça, j'ai trouvé c'était un bon retour. Du côté des parents, eh bien, ça les a en fait, ça les a plutôt aidés dans la prise de conscience et puis un peu stimulé aussi sur leur mode de fonctionnement en termes de cuisine. Donc là, j'ai eu beaucoup de retours, surtout de la part des enfants qui me disaient, ah, mais moi, mon papa, il fait plus de fait maison maintenant. Ah, bah, ma maman, maintenant, elle me cuisine des légumes tous les jours. Ça, c'était une fille alors, ça m'avait marqué parce que elle me disait, j'ai même perdu du poids. Alors, c'était quelqu'un qui était en surpoids, mais on n'aborde pas du tout ça, hein, en séance, hein. On n'est pas là pour les mettre, pour parler de ces sujets, mais plutôt on parle de l'alimentation positive, hein, le goût, le fait de bien manger, de se sentir bien. Et donc, elle avait sorti cette phrase spontanément. Donc, sa maman qui cuisinait tous les jours des légumes et elle était contente. J'avais un garçon, par exemple, qui m'avait dit, ah ben, moi, mon goûter, j'avais toujours une barre chocolatée, comme un Twix ou Mars. Il me dit, maintenant, ma maman, elle me met un fruit et puis je mange une barre protéinée avec des amandes. Et voilà, il m'avait donné ça comme exemple. Donc, on arrive quand même à créer, même si c'est pas la majorité, mais il y a quand même, il y a eu du retour. Les enseignants me disent qu'il y a beaucoup plus de fruits maintenant dans la boîte à goûter que ça ne l'était auparavant. Donc ça, c'était très flagrant. Voilà, ça c'était peut-être le changement le plus flagrant. Et du coup, par rapport à cette formation à destination des professionnels de la santé, Mhm. euh, est-ce que tu as déjà fait des cycles de formation ou que c'est de la première année? Alors là, pour les professionnels, pour les diététiciens, ça va être ma première pour ce public cible. Auparavant, donc comme je vous disais, j'avais pu faire des formations. Bon, c'était auprès des sages-femmes, pédiatres. C'était pour la nutrition infantile. Donc c'était un tout autre sujet. Et donc là, pour les diététiciennes, bah ça, voilà, c'est un bon. Ça va me permettre aussi bah, d'échanger parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir après échanger sur le terrain, nos expériences terrain. Et puis bah, moi, je soutiens pleinement la profession aussi. Euh, Parce que je trouve elle a été un peu malmenée ces dernières années. Il y a beaucoup d'effets de mode autour de la nutrition. Et moi, j'ai vraiment, dans mon quotidien, j'ai toujours cette envie ben, de vouloir toujours apporter de la qualité et puis montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et qu'on a vraiment un rôle à jouer et qu'on a été formé pour ça. Et je pense qu'on doit beaucoup plus se mettre en avant et beaucoup plus être présent et proactif en fait. Parce que finalement, là, le programme d'éducation alimentaire, on n'est pas venu me chercher, hein. Comme je dis toujours, on va pas venir vous chercher forcément. Et je pense qu'il faut vraiment être proactive et en tout cas, si le sujet intéresse, si vous avez envie d'apporter, de faire la différence dans votre région, même à toute petite échelle, si on arrive vraiment, ben, ça sera toujours un plus. En fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est de commencer vraiment à toute petite échelle. Oui, non, bien sûr. Si je pouvais ajouter quelque chose, je dirais que la profession est malmenée depuis plus que quelques années. Malheureusement, le métier n'est pas très reconnu en France ni en Belgique, puisque moi, je suis à la frontière franco-belge, donc j'ai des interactions avec des diététiciens français et belges, surtout belges, mais un peu de français tout de même, bah, notamment aussi via mes rencontres sur mes podcasts. Euh, la formation, entre guillemets, elle tombe bien pour les diététiciens. Je pense que tu as dû le voir passer. Il y a un papier qui a été publié dans la revue de l'AFDN, donc l'Association française de diététique, qui mettait justement en avant l'intérêt d'avoir des diététiciens en milieu scolaire. Donc je trouve que allez, la timeline est plutôt bien agencée au niveau de cette formation. Euh, et toi, du coup, tu fais pas du tout de consultation.
Si, je fais aussi alors des consultations. Oui, oui, si, si, bien sûr, ça c'est, ça, on va dire, ça l'a toujours été. Donc ça, je vais le poursuivre. Hein, ça, je vais pas. Donc voilà, donc les consultations. Alors quel public j'ai? Essentiellement, bah, beaucoup de femmes, de mamans, qui ont pour une approche famille, en fait, justement. L'alimentation famille, améliorer un peu l'environnement finalement. Essayer comment voir, on peut essayer d'améliorer l'environnement avant même de penser à l'étape très personnelle. Il y a plein de choses qu'on peut arranger déjà chez soi, justement. Quels aliments on fait rentrer chez soi finalement. Et tout commence à ce moment-là, en fait. Alors les autres personnes que j'ai pu accompagner aussi, j'ai accompagné pas mal de managers et euh, de dirigeants. Là, c'est pour d'autres problématiques. C'est la santé du dirigeant et puis bah, l'alimentation de ces personnes qui souvent mangent à l'extérieur, prennent tous leurs repas en fait en extérieur, notamment le midi. Et ça fait, il y a très peu d'options. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas encore de. Je lance un message en même temps pour les gens qui aimeraient se lancer dans la restauration, qui sont passionnés de cuisine. On manque cruellement d'options pour déjeuner sainement à midi. Et c'est toujours le cas. Je vois même moi dans ma ville, si je veux manger à l'extérieur, c'est vraiment, ou alors c'est toujours un peu la même chose. On va prendre une salade, mais enfin c'est tristoun quand même tous les jours. Et même dans les salades, il y a plus de laitue que de choses, voilà, qui viennent s'ajouter. Donc je crois qu'il y a vraiment un manque cruel dans notre environnement. Justement, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, j'allais Euh, venir justement. J'allais venir. C'est vrai que je pense qu'on sous-estime l'impact de l'environnement sur les maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète, ouais, parce que il y avait une étude qui m'avait interpellé. Je ne sais plus l'année et le titre de la publication parce qu'elle était en anglais, mais qui montrait en fait que selon la distance entre son domicile ou son lieu de travail et la pléthore de fast-food, en fait, les personnes avaient un BMI plus élevé, donc un indice de masse corporelle plus élevé juste parce que ils se situaient à proximité de ces restaurants rapides. ouais, là, tu as pointé vraiment sur, effectivement, c'est exactement ça. Hein. C'est cette offre de proximité parce qu'on va pas tout le temps prendre la voiture et se parcourir 45 minutes, voire même une heure pour essayer de trouver le resto qui collerait bien. Donc, on prend ce qu'on trouve. On a très peu de temps, entre midi et deux pour manger, souvent, très souvent. Donc très peu de choix. Et finalement, on se tourne par la force des choses parce qu'il n'y a pas d'autre choix que vers des fois des restaurants fast-food ou beaucoup trop riches. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet aussi d'actualité de fond. Hein. C'est sur l'offre, en fait, qu'on a dans notre environnement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur tes projets Euh, alors d'autres, oui, oui, un point, bah, c'est l'occasion de parler aussi bah, du programme bah, Planit, parce qu'en fait, je collabore aussi avec l'équipe de l'INRA de Clermont-Ferrand. Dans ce cadre justement d'études des comportements alimentaires. Donc moi, j'apporte aussi un peu mes retours du terrain en fait, pour l'équipe. Donc j'ai du plaisir aussi à participer à ce grand programme européen. Et je crois que tu fais prochainement un podcast tu accueilles il est, l'équipe aussi il est de déjà Planning. tourné. Ah bah Il est, très bien, c'est il est déjà déjà beaucoup. tourné. Le souci, c'est que j'ai tourné un peu trop de podcasts ces derniers temps et je déteste le montage. Du coup, là, ouais, je suis encore sur les épisodes que j'ai tournés encore avant ce podcast avec le docteur Fardet, le docteur Blanchard et Madame Soudon. Mais c'est vrai que ben, ça me prend du temps de monter tout Oui, ça. oui. Mais c'est un très beau projet. C'est pour ça que j'ai voulu réinviter le docteur Fardet parce que j'ai déjà fait plusieurs podcasts avec lui, notamment sur les aliments ultra transformés. Donc un concept qui est assez, c'est un sujet assez brûlant dans notre actualité. En tout cas, on est encore loin d'avoir fait le tour de la question et des scores nutritionnels, notamment avec le Nutri-Score. Enfin voilà, Ouais, 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 c'est un c'est sujet vraiment chaud de l'actualité en nutrition, de savoir bien les définir. Est-ce qu'on les diabolise pas trop? Ou justement, est-ce qu'ils sont aussi nocifs que ça? Enfin, voilà, il y a plein de questions. Bah, j'ai été à un séminaire il y a pas longtemps
organisé par FEVIA, donc c'est la fédération agroalimentaire belge, où justement il y avait eu tout un tas d'intervenants et suivi d'un débat sur les aliments ultra transformés. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de consensus clair à ce niveau-là. Ouais. Oui, ouais, mais c'est important de le soulever. Par contre, c'est vrai que ça mérite de se questionner et puis d'avoir des données scientifiques. Là, maintenant, on a beaucoup de données scientifiques qui sont sorties. Et je ne sais pas si tu as vu enfin, les dernières données aussi de Santé publique France, hein, qui montrent quand même il y a eu énormément d'études. Donc là maintenant, en termes d'études, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont quand même dans le sens d'effets négatifs. Mais Et après, effectivement, le problème, c'est que c'est souvent des études épidémiologiques et oui, du coup, on peut pas donner de corrélation entre direct. la consommation de ces aliments et les problèmes, enfin les pathologies chroniques qui en découlent. Donc ça, c'est un vrai problème. À ma connaissance, moi, je connais qu'une étude clinique qui a fait le travail de faire enfin, un test chez l'humain dans des conditions de laboratoire. C'était une publication de 2019 du professeur Hall en Amérique. Et là, il avait montré en 2 semaines qu'il y avait des changements au niveau de la biologie. Donc, au niveau de la prise de sang, il y avait déjà des changements au niveau des triglycérides, etc. Mais c'est vrai que le fait que c'est principalement des études épidémiologiques, c'est un peu embêtant. Et puis, comme j'ai dit, le fait que, au final, la définition est enfin, est pas assez précise et ça regroupe une quantité d'aliments assez importante dans une même catégorie. C'est une classe très hétérogène, les aliments ultra transformés, avec des profils nutritionnels très différents. Du coup, c'est ça aussi qui fait que, en tout cas, dans le séminaire où j'avais été, ils sont très, comment je veux dire, ils sont très précautionneux pour, euh, pour dire ces aliments sont la cause de. Enfin, ils voulaient mettre en avant qu'il y avait aussi d'autres facteurs, notamment le sommeil, la sédentarité, euh, les, les polluants, donc ce qu'on appelle les obésogènes. Enfin voilà, qu'il y avait d'autres points aussi à prendre en compte. Même si moi je trouve que la classification Nova et donc du coup les aliments ultra transformés, c'est quand même un super outil pour faire comprendre facilement à tout à chacun comment mieux s'alimenter, vu que c'est du bon sens. Ouais, Si on prend en compte les aliments qu'on peut cuisiner chez soi, c'est vrai qu'on a déjà fait le plus gros du travail en termes complètement. d'éducation alimentaire. Complètement. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais c'est vrai que de toute façon, toutes nos maladies actuelles, elles sont multifactorielles. Et effectivement, explorer quand même toutes les voies, l'une n'exclut pas d'autre, hein, c'est vrai que, mais ben, l'obésité, le diabète, on sait que c'est multifactoriel. Effectivement, mais il faut pas en louper une. C'est-à-dire que tout est, il faut aller vraiment cribler, chercher tous ces facteurs qui peuvent justement y amener. Parce que de toute façon, c'est des maladies qui se développent à long terme, donc et qui peuvent être éradiquées en fait, hein, par aussi à long terme par nos changements aussi dans nos comportements alimentaires et notre modèle alimentaire. Et puis là, il faut faire aussi appel C'est un gros chantier. oui, C'est notre un gros modèle chantier parce d'agriculture. que On les peut chiffres, remplacer. les chiffres vont plutôt dans le sens d'une augmentation pour 2030. Ça se poursuit, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Donc ça, c'est vraiment un gros problème parce que ouais, effectivement, moi je pense que ces pathologies sont soignables, entre guillemets. Peut-être pas on va dire au stade terminal au tout de ces début, ouais, maladies, mais je veux dire dans les premiers stades, par exemple obésité de grade 1 ou même le un diabète. patient diabétique qui vient à peine d'être diagnostiqué il y a quelques mois, c'est encore possible d'améliorer son état de santé. Peut-être pas un retour à la normale, mais déjà améliorer sa qualité de vie, c'est sûr. Totalement. Après, par contre, obésité de stade 3, donc le dernier stade, effectivement, là, on doit passer sur des interventions un peu plus, je vais dire, agressives, notamment Ouais. la chirurgie bariatrique. Je déteste la chirurgie bariatrique, voilà, je le dis officiellement en podcast, j'ai déjà dit sur mes réseaux, je trouve c'est une pratique barbare qui mériterait d'être risible dans quelques décennies. Mais pour l'instant, c'est la seule méthode qui marche pour l'obésité de stade 3. Donc, on va pas cracher dans la soupe, mais si on pouvait à terme éviter d'utiliser ça et d'appeler ça de la médecine moderne, moi, ça m'arrangerait.
Ouais. Ah non, c'est un vaste, oui, oui, bah, on peut se poser des questions, effectivement. C'est bien de remettre en question de toute façon nos pratiques, hein. Ouais. Bon, Bah, ben, du coup, Linda, est-ce que tu peux nous donner tes adresses de contact pour tout ce qui est oui, consultation, comment te contacter pour ta formation? très bien. Dis-nous tout. Oui, alors donc on peut me joindre donc soit par mail en fait. Donc là, je vous donnerai donc c'est linda.belabed@gmail.com. Vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn. Donc sur mon LinkedIn par Gmail et puis je communiquerai de toute façon, j'enverrai un lien avec les dates. Normalement, c'est au mois de novembre, ce sera sur 2 jours et en visio. Donc pour les 2 jours de formation. Voilà. Mais voilà, vous avez Et mon pour tes email. consultations, Et alors pour tu les fais en consultations, visio ou en alors pareil, présentiel? c'est en visio. J'ai des gens en fait d'un peu partout en fait, même des pays francophones en fait. Euh, et donc là, ben pareil, vous pouvez m'écrire par mail ou me suivre. Ah oui, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Nutrition by Linda. Alors voilà, nutrition underscore by underscore Linda. Vous pouvez le trouver. Mais Je bon, je mettrai tout pense que dans la description oui, de ce je vous podcast donnerai. Oui, c'est et, peut-être et mieux. je le rajouterai en montage dans le Tout podcast à même fait, en lui-même. c'est mieux. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce podcast et le Ben, temps que tu y as merci. consacré. Je te souhaite bon courage pour ton projet de formation et pour tes futures consultations. Eh Allez, ben, bonne écoute, je te journée. remercie Au revoir, pour m'avoir merci. invité. Merci, au revoir, c'était un plaisir. Au revoir.